Dans le cadre de l'opération Un mois, une cause, Canal+ a décidé de mettre à l'honneur les femmes en ce mois de mars. Et pas n'importe lesquelles, ma chère Joëlle. Oui, Roger, effectivement. Elles ont été des pionnières en Afrique dans leur domaine, magistrates, sages-femmes, médecins, psychanalystes, institutrices. Ces femmes ont ouvert la voie. Alors, vous leur rendez hommage dans ce livre que vous avez écrit qui s'intitule Turbulentes aux éditions Présence africaine. D'abord, une première question, pourquoi vous les qualifiez de turbulentes ? Elles étaient partout. Elles ne s'arrêtaient pas. Elles ne détruisaient pas, elles construisaient. Elles n'avaient pas peur, elles osaient. C'était dans la beauté, c'était dans la vie. Elles étaient vivantes. C'est pour ça que je dis turbulentes, parce qu'on les voit passer, on les voit faire, on les voit... Voilà. C'est pas turbulente, pas quelque chose qui détruit. Non, pour moi, c'est un bouillonnement, un truc pour avancer. Et, Géraldine Falade-Touadé, vous faites le portrait de plusieurs femmes, des intellectuelles, des militantes comme Jacqueline Kizerbo, Awa Keïta. Mais ce qu'on note dans votre ouvrage, c'est que l'un des premiers portraits, c'est celle d'une esthéticienne qui s'appelle Josepha Geoffrey. Et alors, mais quel message vous voulez retenir d'elle? Est-ce que c'est le fait, la beauté de la femme qu'elle veut célébrer que vous avez retenu ou autre chose? Ah non, c'était déjà... Surtout la femme noire. Hein, mais à mon époque, je me permets de dire à mon époque quand même... Est-ce qu'on peut juste rappeler votre âge? 86. Waouh. À mon époque, celles qui m'ont précédée et celles que j'ai regardées ou celles ou moi-même, nous n'osions pas enlever nos foulards. On se tressait, on les couvrait. On n'avait pas de poudre qui nous convenait. On n'y avait pas de bas. C'est sommaire, ce n'a rien d'intellectuel. Mais c'est peut-être nécessaire. On n'avait pas de bas qui nous convenait. Et une femme noire qui n'oublie pas ses origines, qui revendique aussi l'Afrique dans son truc, arrive et met ça sur le marché. Au quartier latin, en plus, un quartier vivant. Vous avez vécu à Paris, hein, lorsque vous parlez du quartier latin. C'est ça. Tandis qu'aujourd'hui, quand je vois dans la rue, à Paris ou ailleurs, elles ont leurs tresses, elles ont leurs dates, elles sont fières, elles en font. C'est bleu, c'est violet, c'est tout ce que vous voulez, c'est tressé quand même, voilà. C'est ce qu'on a dit, on appelle aujourd'hui nappy, hein, naturel et happy. Voilà. Donc, naturellement belle. Alors, belle, dans hein. Bonjour Santé, hein, les pionnières dans le domaine de la médecine nous intéressent forcément. Alors, parmi elles, il y a Awa Keïta, une des premières sages-femmes du continent. Elle était aussi écrivaine, militante politique. C'est une femme au tempérament de feu. Pour vous, quel était son moteur? Est-ce qu'elle a été poussée par le cadre de sa famille? Je ne sais pas. Elle a eu des déboires aussi. Ça a dû être son moteur. Elle est femme, peut-être que toute jeune, elle avait déjà envie d'être ça et que son père l'avait senti. À partir de ce moment-là, il ne l'a pas retenue. Il a laissé faire. Et elle a continué à avancer comme ça. Et elle s'est imposée en tant que sage-femme, en tant que femme politique. Elle a été exilée. Elle a eu des déboires affectifs, mais elle a été exilée. Au lieu de s'arrêter, que l'exil lui dise « bon, maintenant je reviens dans mon pays, je reste tranquille et tout », non. Ça lui a servi de moteur. Et elle est partie. Elle était exilée, mais elle est revenue avec une force. Elle a voulu savoir ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ce qui se passe ailleurs. Elle ne s'est pas repliée sur elle-même. C'était une ouverture. Donc, ça a été aussi, elle a fait partie des femmes qui ont créé l'organisation de la panafricaine. L'Afrique existait pour elle aussi. Donc, voilà. Mais c'est intéressant à vous raconter. Il faut rappeler hein, que Awa Keïta est née en 1912 hein, et qu'à l'époque... son destin naturel était d'être une femme au foyer, mariée, etc. Elle a quand même pu s'arracher de ce milieu. Elle a fait des brillantes études et elle a fait un mariage d'amour. Oui. Et on imagine qu'à cette époque, en Afrique, au Mali particulièrement, ça ne devait pas être facile. Elle a dû affronter des obstacles énormes. Alors, est-ce qu'elle devait combattre? Elle a combattu contre qui? Des hommes? Contre la tradition? Contre une culture? En tout cas, je crois qu'elle a eu quand même la chance, ça arrive, d'avoir un père qui l'a accompagnée. Qui a dit, laissons-la faire ce qu'elle veut faire. Elle a réussi. À partir du moment où elle a réussi, il fallait réussir. À partir du moment où elle a réussi, à ce moment-là, tout le monde était fier, y compris sa mère qui ne savait pas, qui est traditionnaliste, mais qui ne savait pas ce que ça donnerait. Et son père qui croyait en elle a dit, bon, bravo, il faut réussir. Dans la vie, il faut réussir. Quand vous voulez innover,
si vous ne réussissez pas, on vous rejette. On peut dire que derrière une grande femme, il y a eu un grand homme, son père. D'accord. Mais derrière toutes ces femmes, non, derrière toutes ces femmes, il y a eu leur père. Parce que nos mères, peut-être la plupart, n'ont pas été à l'école. Tandis que leurs maris, c'est-à-dire nos pères, ont été. Ils avaient d'autres exemples devant eux. Pour eux, c'était une fierté d'envoyer leur fille à l'école. Une fierté de dire ma fille est médecin, ma fille est ceci, ma fille est cela. Justement, en parlant de médecins, on croise aussi dans votre ouvrage Madeleine Ly. Oui. Elle se forme à la médecine en France en 1948. Oui. Elle aurait pu rester tranquillement en France, oui. Jouir d'une bonne situation, etc. Mais elle décide de repartir au Sénégal en 1951. C'est une gynécologue qui s'occupera d'autres femmes. Être femme et médecin en Afrique à l'époque, j'imagine que ce n'était pas évident, surtout gynéco. Non, c'était surtout l'époque coloniale. Elle n'a pas eu aucune de celles qui ont voulu franchir les pas à l'époque coloniale n'ont pas eu ce qu'elles méritaient. Elles ont dû se battre pour être le rôle qui leur revenait en tant que... Qu'est-ce qu'elle avait de plus, cette Madeleine Ly? Qu'est-ce qu'elle avait de plus, c'est-à-dire? Comment elle a réussi à franchir toutes ces étapes en tant que médecin, gynécologue à l'époque? D'abord, son caractère, elle y croyait. Je me souviens, je me suis laissé dire que tous les matins, elle arrivait impeccable à son bureau, malgré les difficultés. Elle savait aller vers ces malades ou ces femmes, peut-être pas forcément malades d'ailleurs, mais ces femmes qui venaient lui parler. Elle les acceptait socialement, enfin la vie sociale. Elle ouvrait sa porte. Donc, bien que mariée à un homme connu, Ablaye Ly, elle en a plutôt pâti en tant que femme d'un militant aussi. Mais elle a su s'imposer, la porte était ouverte. Oui, vous ouvrez des portes avec plein de femmes autour de vous, surtout qui se sont concentrées dans la médecine, comme votre sœur, qui s'appelle Solange Faladé, qui a fait des brillantes études de médecine et qui a fréquenté des grandes psychanalystes de son époque, comme Jacques Lacan, et qui est devenue la première psychanalyste en Afrique. Est-ce qu'elle était consciente un petit peu de ce qu'elle réalisait comme au départ, elle aussi, elle a été victime, comme toutes celles qui sont arrivées en tant que médecin, en tant que magistrat, en tant que truc, dans la fonction à l'époque coloniale. Donc, elles n'ont pas pu avoir ce qu'elles voulaient. Ma sœur, elle a eu la chance, parce qu'on dit qu'elle était brillante, moi je veux bien, elle a eu la chance en tout cas d'être accompagnée par Robert Debré, qui lui a permis d'aller faire des recherches en Afrique. Debré, ce grand pédiatre. Exactement, on a dû faire des recherches en Afrique, essentiellement au Nigeria, et puis aussi sur des femmes à Dakar, au Sénégal. Donc, partant de là, ça lui a ouvert une porte. Elle ne pouvait pas aller s'implanter, se poser à l'époque en Afrique comme elle aurait voulu. Elle a passé un concours, mais malheureusement, ce n'est pas elle qui l'a eu. Elle n'était pas le choix de la France. Et j'ai été présidente de la première présidente de la FEANF. De là FEANF, Fédération des étudiants d'Afrique noire en France. Elle était déjà cataloguée comme, je ne dirais pas une révolutionnaire, mais comme quelqu'un d'anti... Activiste, quoi. Une féministe? Non. Pas du tout? Aucune d'elles ne sont féministes. D'accord. Donc pour vous, le point commun de toutes ces femmes-là, ce n'est pas le féminisme? Non, non, non. C'est quoi alors? Elles militaient. D'accord. C'est le militantisme. Elles militaient pour une Afrique. D'accord. Une Afrique une, à laquelle moi encore aujourd'hui, que je ne verrai pas, que je crois et que je souhaite. Voilà, une Afrique une. À l'époque, ce n'était pas la Côte d'Ivoire, le ceci, le cela. C'était, on se retrouvait en tant qu'Africains. On en a rêvé, on ne le voit pas encore. Géraldine, c'est un très beau travail que vous avez fait. Alors, quelle était votre ambition derrière cet ouvrage? Est-ce que c'était rendre hommage aux ces femmes pionnières ou alors ouvrir des portes aux jeunes filles d'aujourd'hui en leur passant des messages d'espoir? Non. Déjà, leur rendre hommage à ces femmes. On ne les connaît pas. On voit aujourd'hui plein de... Je suis contente, plein de jeunes qui vont à l'université, qui font ceci, qui font cela. Mais elles ne savent pas, peut-être, le chemin que leurs grand-mères, je dis bien grand-mères, ont suivi. Et surtout l'effort qu'elles ont fait pour ouvrir ce chemin. C'est ça, moi je me souviens, j'en ai une, la petite fille de Madeleine Ly, quand elle est venue récupérer les photos de sa maman,
Il m'a dit, ah, tu as connu? J'ai dit, oui, je l'ai connu. Alors je lui demande, toi, qu'est-ce que tu fais? Sa mère a fait médecine, mais elle veut faire de l'économie. Donc, la jeunesse, les enfants de cette turbulente sont soit dans la médecine, soit mais leurs petits-enfants rentrent dans l'économie, rentrent dans elles veulent être vraiment au cœur des trucs de décision. Parce qu'elles pensent qu'il est temps de faire sauter cette espèce de plomb qu'il y a sur nous. Et c'est ça qui me plaît quand je les vois, quoi. Vraiment, je les vois. Moi, par exemple, j'ai vu à Cotonou, parce que ça m'arrive de me promener, hein, heureusement, malgré mon âge, j'ai vu à Cotonou des femmes, des jeunes aussi suivre à la fin des trucs électoraux, suivre les urnes pour savoir ce qui se passe. Elles ne veulent plus qu'on les roule. Et elles sont là. Elles sont là. Elles veulent être actives de leur vie et actives de la vie en Afrique. Les hommes de côté, les garçons de côté, mais elles sont là. C'est aussi à elles. Elles participent, voilà. Eh bien, écoutez, c'est très intéressant et merci beaucoup Géraldine Faladi-Touadé pour ce magnifique travail et ce travail de mémoire et surtout d'espoir pour ces jeunes filles d'aujourd'hui. Qui devraient être lues dans les écoles. Nous vous recommandons vivement Turbulente, édité aux éditions Présence africaine. Lisez-le, c'est un très beau livre. Et je tiens à dire que Présence africaine est une vieille maison d'édition qui se bat. Tenue par une dame de fer. Qui se bat pour permettre à ce genre de choses d'exister. Voilà. Merci beaucoup à vous. Alors Roger, on passe tout de suite à notre dossier du mois.